il y a à Nantes, là, en ce moment même, tout le week-end, depuis jeudi, il y a un festival de musique qui s'appelle le Hellfest. C'est la fête de l'enfer. Pendant plusieurs jours, il y a tous les groupes les plus connus, Marilyn Manson et ceux que je ne connais pas. Et c'est vraiment, ils sont tous habillés en noir, ils ont tous des tatouages, etc. Et quand je suis allé à Nantes dans la semaine, c'était assez flagrant le nombre de gens en fait qui allaient là-bas et qui traînaient dans Nantes avec des sur le crâne. J'ai vu quelqu'un, c'était je suis proche de la haine, pas encore mais proche, quoi, ce type de truc. Et bon, bref, j'ai appelé un contact à moi qui travaille aux mines dans la formation universitaire en recherche pour former les ingénieurs nucléaires. Et lui fait partie des 2 Français qui travaillent dans l'économie isotopique, mais du point de vue de la transmutation des éléments, comment balancer des rayons pour changer en fait la périodicité de l'élément radioactif. Et c'est quelqu'un d'intéressant, qui s'intéresse à ce qu'on fait, etc., etc. Et je voulais le voir pour pouvoir qui s'abonne au journal ou qui nous aide financièrement et compagnie. Et il dit je suis pas là parce que cette semaine il y a le Hellfest. il allait passer son week-end là-bas. Et au début j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il allait là-bas. Et en fait, une des musiques qui est jouée là-bas, c'est la fusion. C'est ma seule hypothèse. Tu veux dire que c'est pas optimiste? Non. Ça montre le problème des gens qu'on peut avoir de plus qualifiés dans ce pays, qui sont dans une culture qui est pas celle du vivant. Je pense qu'en fait c'est ça le vrai problème de l'écologie en fait. C'est un pessimisme énorme. Toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Et je dirais si nous-mêmes on n'est pas aussi optimistes, on est écologiste. Enfin, si on n'est pas plus optimiste. Moi, ce que je trouvais intéressant par rapport à Vernadsky, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des écolos ou même si on porte Franck Malthus dans un certain sens, c'est qu'ils voient le développement humain comme le caprice que l'être humain a de vouloir s'accaparer des ressources, les prendre pour lui et se développer. C'est un caprice en fait, c'est pas naturel. Et enfin, par rapport à ce qu'elle a développé Seth tout à l'heure, c'est qu'en réalité ce que montre Vernadsky, c'est que c'est pas un caprice, mais ça fait partie d'une loi naturelle. C'est-à-dire, c'est une nécessité même pour la vie que l'homme se développe. Alors, je trouve ça, parce que c'est pas quelque chose d'irrationnel ou qui est... Non, je suis d'accord, c'est pas juste la vie. Pardon ? C'est l'univers tout entier. Après c'est quelque chose qui existe sur la surface de la Terre pour l'instant, mais qui, en tout cas, qui donne un potentiel, notamment où justement, c'est le plus beau cadeau que l'homme peut faire à la vie, par exemple, c'est développer des formes vivantes au-delà de la surface de la Terre, là où la vie elle-même ne peut pas d'elle-même aller se développer elle-même dans l'univers, semblerait-il, y arrive. Il semblerait-il qu'il y a des formes vivantes sur Mars qui ont existé. Mais ce que fait l'homme, c'est pouvoir lui donner à la vie plus de moyens en réalité. Moi, je trouve ça... c'est-à-dire qu'on a une responsabilité énorme vis-à-vis de la vie. Ça, c'est quand même optimiste. Dans un sens, ça te donne une certaine envie de faire des choses plutôt que d'aller au Hellfest. Se dire peut-être qu'il faudrait aller vers ce que Vernadsky remarque comme étant, semblerait-il, une loi légitime. En fait, je pense que c'est à nous de transformer la nature et de la rendre plus belle que dans les photos d'Yann Arthus du Bertrand.
D'ailleurs, je ne pourrais pas prendre des photos aussi belles si on n'avait pas avancé dans la science. D'ailleurs, les plus belles photos, des fois, c'est celles où tu vois l'être humain qui transforme toute la nature avec des espèces de champs énormes, avec des paysages façonnés par sa main, des fois. Là, ce que je voulais dire, c'est que notamment ce qu'on voit dans la vidéo avec Roosevelt, c'est que les projets dont il parle, donc il y a un certain niveau d'optimisme pour ce qui est de l'Afrique, c'est en fait des projets français. Notamment en fait des ingénieurs français qui ont proposé ça en 1857. Et donc en fait, vous voyez, c'est que en fait, la France a un certain optimisme pour ce qui est des autres continents. Et notamment en fait, c'est avant de commencer à suivre un petit peu les Britanniques sur un colonialisme tel que celui que fait Bolloré aujourd'hui. En fait, il y avait une notion universelle de compréhension des potentiels des autres peuples. Et que ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on... Enfin, il y a pas... Aujourd'hui, en fait, la Chine commence, mais je sais pas si elle comprend tant que ça le truc. Parce qu'en fait, ils disent qu'ils font du commerce. Nous, en fait, en Europe, on dit aide au développement, ce qui est l'inverse. Enfin, c'est que ça aide justement Bolloré à construire son port et tout. Mais en fait, on était déjà à un niveau d'optimisme. En fait, c'est là qu'en fait, le leadership, c'est comme les États-Unis de Franklin Roosevelt, en fait. Comment est-ce que je peux donner autant d'optimisme aux autres? Je pense que ça devrait être peut-être l'essentiel de ce qui pourrait être du futur de l'humanité, mais aussi surtout de l'Afrique. Parce qu'en fait, même biologiquement, géologiquement, en fait, c'est le continent qui est le plus détruit. En fait. C'est là où c'est le moins... où tous les potentiels de la nature sont utilisés en sens inverse. On est en train de piller les ressources, on détruit les forêts. Et en fait, vous voyez que les gens sont dans une misère totale et que leur agriculture est absolument... en fait, on leur empêche d'avoir quelconque technologie efficiente pour ce qu'ils font, pour la souveraineté de leur culture. Juste par rapport au développement des Chinois en Afrique, quelque part, c'est un peu, ça fait partie d'une bonne tradition, je dirais, en Chine, c'est que, et depuis toujours, ils sont quand même, nous sommes quand même très très doués pour aller quelque part, de créer des conditions et disons, exploiter la terre et de rendre cet endroit vivable. Rendre cet endroit absolument, comment dire, et oui, que transformer l'endroit ou l'environnement complètement pour que ça rende plus vivant, plus accessible pour l'homme et tout ça. Par exemple, au début du siècle, 20e siècle, là, il y avait une grande famille, c'est la famille de Sun Yat-sen, qui est le père fondateur. Ils sont partis à Hawaï. Donc à l'époque, ils étaient encore indépendants, isolés. Ils sont installés avec un groupe de gens, sont installés et ils commençaient à cultiver la terre. Et après, de faire un peu de commerce. Et au début, c'est de survivre. Après, de faire des enfants, de continuer, quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un côté positif. C'est-à-dire que quand on arrive, on ne commence pas à se plaindre en disant oh, il fait trop chaud, il fait trop froid ou quoi. On commence à transformer. On commence à cultiver la terre et tout ça. Mais il y a sa limite. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas la capacité ou pas l'intention de transformer complètement la nature
aller vers une dimension supérieure, quelque part. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que et au niveau capacité dans l'agriculture, on est vraiment très 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 fort. C'est-à-dire qu'avec peu de choses, on peut déjà faire, on peut se nourrir, quelque part. Mais après, de rendre ces endroits, disons, modernes et tout ça, c'est une autre chose. C'est peut-être, oui, ça demande complètement une révolution industrielle quelque part. C'est-à-dire que ce qu'ils font en Afrique, pour l'instant, je dirais que c'est un peu les dimensions de la survie. Après, complètement transformer le territoire, c'est pas encore sur place. C'est un grand potentiel, mais... Moi, je voulais ajouter juste une chose, parce que quand j'y pense, c'est vraiment absolument fou que les écologistes reprennent Vernadsky, parce que j'ai regardé aussi le débat qu'il y avait après Home, à la télévision, et il y avait un certain Serge Auly du WWF qui participait au débat, et à un moment donné du débat, il y a une question par SMS d'un téléspectateur qui arrive, qui était « Quelle technologie aurions-nous évité ?» Donc là, il y a plusieurs réponses que j'ai oubliées. Puis il y a Serge Auly qui intervient et qui dit « C'est la conscience qu'on aurait dû éviter. » Donc là, j'étais choquée. Et en gros, voilà, c'est la pensée écologiste poussée à son extrême, comme quoi on aurait dû rester des animaux sans devenir conscient de toute la beauté qu'on vient de voir juste avant, en fait. C'est ça que aussi, c'est tellement fou. Il y a aussi des opérations, des mensonges en direct, quoi, parce qu'il y a un Bertrand qui dit dans le monde on les connaît, il y a qu'un ou deux scientifiques qui réfléchissent au réchauffement climatique, et on sait qu'ils sont plus de 700, quoi. Plus comme ça, voilà. C'est vraiment le mensonge poussé, quoi. Il y a un Bertrand, il a dit, c'était en direct, il a dit, on sait, on les connaît, mais il n'y a qu'un ou deux scientifiques qui réfutent le réchauffement, la thèse du réchauffement climatique. Ah oui, alors, il y en a 31 000 qui ont signé. Ouais, enfin plus, quoi. Il y a 31 000 scientifiques aux États-Unis qui ont signé une pétition. Moi j'étais rendu à 700, mais bon, pour dire que c'est 31 000, c'est encore mieux. T'as pas fini de signer. Théo, c'est une toute petite question, c'est par rapport à ce que tu montrais les différents pays. Je voulais savoir juste comment tu expliquais pour l'Allemagne, qui est presque au même niveau que la France en termes de kilowatts produits. Il y a une si petite différence. C'est le charbon, parce qu'il y a extraire le charbon, c'est propre soi-disant. C'est pas du tout propre soi-disant, c'est un autre truc des éoliennes, c'est que vu qu'on va mettre des usines à charbon et tout ça, en fait, c'est pas du tout plus propre. Selon les critères de CO2 et tout ça. Mais le charbon, ça fait bien d'autres pollutions que le CO2. Mais là, c'est. Je pense que là, c'est les chiffres de consommation d'énergie. Là, c'est pas la production qui est en Allemagne, c'est la consommation des habitants par habitant. Enfin, la consommation des Allemands par habitant. Donc, c'est l'importation là-dedans, ils importent. Ils importent de chez nous. C'est pas la production installée, là, c'est. Il n'y avait pas les chiffres de la production. C'est la puissance fournie par habitant dans le pays. D'ailleurs, il y avait des chiffres qui étaient assez impressionnants. Par exemple, le Danemark, ils produisent la majeure partie de leur électricité par éolienne. Et il se trouve que c'est les pays où il y a plus d'émissions de carbone par habitant. Pourquoi ? Parce que justement, il y a ce problème de stabilité du réseau. Et une fois qu'il y a du vent, comment on fournit l'énergie, on est obligé de mettre du charbon parce qu'ils sont bien développés d'autres. Ouais. Donc l'éolienne, ça dépend de vite, c'est pas forcément écologique. C'est bon. Ouais, c'est clair. En plus, quand on parle des énergies renouvelables, il faut savoir que 90% des énergies renouvelables, c'est l'hydrogène. C'est pas ces énergies-là. Quand on en parle en termes généraux, c'est aussi bon à avoir en tête. Est-ce que tu sais si une centrale à charbon peut facilement réduire à un moment donné la production, l'augmenter ensuite Ouais, mais plus facilement que d'autres choses. Plus facilement que le nucléaire aujourd'hui, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose, c'est pas du tout intrinsèque au nucléaire. Il y a des choses à l'étude sur ce qu'on s'appelle les réacteurs sous-critiques, où il y a le régime
et s'entretient pas lui-même, il faut l'entretenir constamment en lui balançant des neutrons, donc un produit d'une autre manière, et ce qui fait qu'on peut, on pourrait justement faire changer le régime de fonctionnement du réacteur très vite. Aujourd'hui on peut pas parce que c'est des grosses barres régulatrices qu'il faut retirer, tout ça, ça prend toute une inertie, mais c'est pas intrinsèque à la technologie nucléaire. Au contraire, la différence, c'est de développer cette notion de contrôle des réacteurs en faisant des études sur les neutrons, sur l'électronique, sur le contrôle des réacteurs, justement, pour pouvoir gérer la vitesse de réaction, comment on souhaite, sinon ajuster ces paramètres de l'énergie. Alors on va devoir Pour des raisons de timing, on peut relancer les discussions plus en vidéo, tout ça. Là,